Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous comme chaque vendredi soir. Geoffroy, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bon, félicitations Philippe de Villiers. Je vous ai découvert à la une du Figaro Magazine pour votre ouvrage déjà disponible dans toute la France en précommande et qui sortira le 8 octobre prochain. Philippe de Villiers, la France peut encore renaître, exclusive donc. Populicide, son livre et son cri d'alarme. La question que évidemment tout le monde se pose et qu'on se posera en longueur dans les prochains jours, une fois le livre sorti, c'est pourquoi ? Pourquoi Populicide ? Pourquoi avoir écrit ce livre ? En fait, j'ai décidé, en écrivant ce livre testament, de ne jamais brider ma plume. J'ai écrit sans scrupule. Et j'ai voulu livrer, sans aucune précaution pour les âmes sensibles, le fond de ma pensée, guidé par l'obsession de relever le pays, de le redresser, de le sortir du cloaque. En fait, je suis hanté, comme beaucoup de Français, par la disparition du peuple auquel j'appartiens. Le gouffre s'ouvre devant nous. Et je vois, comme Chateaubriand le disait à propos de Fouché et de Talleyrand, le crime s'avancer au bras du vice, je dirais pour aujourd'hui, la complaisance s'avancer appuyée sur le bras des lâches. Donc c'est une parole pour l'histoire, c'est peut-être mon cri ultime, en tout cas le fruit d'une ultime mise en garde dont j'espère qu'elle sera utile. J'étais heureux et touché que le Figaro Magazine fasse dans ses pages une grande place à ce nouveau livre, et je vois la une et je vois qu'il est écrit « La France peut renaître ». Oui, c'est paradoxal parce que le populicide, c'est la mort d'un peuple. Quand on tue un homme, c'est un homicide. Quand on tue un peuple, c'est un populicide. Donc ce mot, je l'explique. La France peut mourir. La France est peut-être en train de mourir. Et pourtant, elle peut renaître. Alors, vous me direz pourquoi ? C'est ce que j'essaye d'expliquer. En fait, quand un peuple est très vieux, il va chercher dans les replis secrets de ses anciennes sagesses une force insoupçonnable pour se relever. En d'autres termes, le passé multiséculaire de la France est comme une corde de rappel. Pour dire les choses autrement, à partir de chaque petit Français qui nous écoute, il y a en chaque petit Français, sans qu'il le sache, qui sommeille, mais qui veille, qui vit, qui survit et qui murmure. Un Français millénaire qui est en lui et qui se rappelle à lui et qui lui rappelle le devoir d'aller vers les hautes nefs immémoriales, le devoir de pratiquer les plus hautes valeurs distinctives. Et c'est ainsi que la France renaîtra. Moi, je sens en moi les sédimentations invisibles. J'appartiens à une vieille famille française, pauvre et glorieuse. Les sédimentations invisibles qui font qu'un pays ne peut pas mourir, malgré ceux qui voudraient le faire mourir et qui sont de plus en plus nombreux. Il y a ceux qui voudraient le faire mourir, la Mélenchonie, parce qu'ils veulent changer de France. Il y a ceux qui voudraient le faire mourir parce qu'ils ne savent plus à quoi la France correspond, à quoi la France répond. Ceux qui se détachent, se détournent de nos héritages aussi précieux. C'est le livre le plus important de ma vie, en fait. Pourquoi je parle d'un livre testament ? Derrière ce livre, je ne peux pas en écrire d'autres. J'ai tout dit. Vous allez voir, ça va faire du monde. Et on en parlera évidemment la semaine prochaine, puisqu'il sort la semaine prochaine. Et avant de le découvrir dans les librairies, on peut découvrir votre Je serai mercredi matin chez Sonia Mabrouk. Ah bon ? On n'est pas prévenu. Ah, on n'est pas prévenu. Okay. Ah d'accord. Vous savez très bien. Ah bon ? Mercredi matin, oui. Chez Sonia. Oui, Monsieur a des préférences. Geoffroy, on peut quitter le plateau. Écoutez, on lui... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ah, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas jaloux. Alors, il y a une différence entre elle et vous, c'est qu'elle a lu le livre. Oh, bah, allez, voilà, c'est parti. J'ai hâte de découvrir l'entretien. J'ai souvenir de l'entretien absolument passionnant que vous aviez fait l'année dernière avec Sonia Mabrouk dans une émission Midi News. Vous étiez accompagné, c'était un plateau 100% féminin. Et c'était un entretien passionnant. Et j'invite les téléspectateurs à revoir l'entretien. C'était pour votre livre Mémoricide. Et je salue chaleureusement Sonia Mabrouk. Philippe de Villiers, quasiment 2 ans après son meurtre, on ne connaît toujours pas le bourreau et on change de sujet. De Thomas. L'enquête se poursuit, mais la reconstitution numérique, cette semaine, n'a pas permis d'éclaircir de nombreuses zones d'ombre. 14 individus sont mis en examen, mais tous nient avoir porté le coup mortel. Durant les auditions, certains suspects, d'ailleurs, ont multiplié les comportements déplacés. Philippe, pourquoi ce fait a attiré votre attention ? Et il n'est pas le seul fait dans la semaine qui ait pu attirer justement votre attention, Philippe. En fait, j'invite les téléspectateurs et les auditeurs, téléspectateurs de CNews, les auditeurs d'Europe 1, à une pratique qui est devenue chez moi obsessionnelle,
regarder les événements et les relier entre eux, et dans une vision métapolitique, c'est-à-dire en prenant de la hauteur. Crépol, je veux dire quelque chose que personne n'a vu, et que les magistrats vont contester, mais ça fait rien, je pense que c'est la vérité. Crépol, on a eu donc une reconstitution numérique, vous entendez ? Une reconstitution numérique, c'est-à-dire qu'en fait, on se met à l'abri, à Valence, au palais de justice de Valence, dans une petite pièce, et on a des écrans. En fait, la justice devient un exercice ludique. Personne n'est dépaysé dans la nouvelle génération, puisqu'on vit avec des écrans. Et c'est le passage du virtuel, du réel au virtuel. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur place, on ne reconstitue pas sur place. Pourquoi ? Pour une raison, c'est qu'on ne veut pas avoir le peuple autour de soi, on ne veut pas avoir la population qui regarde et qui se souvient et qui rappelle à qui veut l'oublier, Salguer, pour avoir entendu ça, ou encore on va planter du blanc, etc. Et donc, c'est une justice calfeutrée, une justice de l'ablation du drame. On est dans une petite pièce, et d'ailleurs, il paraît que d'après les avocats des parties civiles, les mis en examen étaient goguenards, parce que là, devant un écran, voilà. C'est pas comme si on était sur place, à l'endroit où a lieu le crime. Voilà. Et donc, en fait, c'est une justice qui a peur d'elle-même, qui a peur des représailles, qui a peur des criminels, qui a peur des délinquants. C'est une justice qui a peur d'être rendue. Et dans la même journée, c'était hier, j'entends dire, juste après, le Conseil supérieur de l'éducation propose que les noms des vacances soient revus. Les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, et puis demain les vacances de Pâques, etc. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éradiquer toute référence au christianisme, toute référence à la chrétienté originelle de la France, à notre mode de vie, etc. Et qu'est-ce que ça m'a rappelé ? Ça m'a rappelé la terreur. Notre-Dame de Paris s'appelait le Temple de la Raison. Saint-Malo, ville à laquelle je suis très attaché par mon enfance, s'appelait Port-Malo. Saint-Brieuc s'appelait Port-Brieuc. C'est-à-dire qu'en fait, on débaptise. Là, en ce moment, c'est Vendémiaire. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il fallait tout débaptiser. C'est-à-dire la table rase. Voilà. C'est ça qu'ils essayent de faire. Et cette idée absurde de la laïcité, qui est en fait le laïcisme, et qui voudrait se construire contre le christianisme finissant, flageolant, pour mieux faire une place à l'islamisation galopante de la France, parce qu'en fait, la laïcité... Pardonnez-moi l'expression, c'est un fusil à tirer dans les coins. Ça sert que pour le christianisme, en fait, aujourd'hui. Et ça me rappelle une phrase terrible de Viviani, le 8 novembre 1906. Cette phrase, elle ne m'a jamais quitté. Elle explique tout ce qui se passe en ce moment. Il dit ceci à l'Assemblée. C'est magnifique sur le plan formel, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Il dit « Nous avons arraché les consciences à la croyance. Lorsqu'un misérable ployait le genou sous le poids du jour, nous lui avons dit, au-dessus des nuages, il n'y a que des chimères. Chers camarades, il s'adresse aux socialistes, chers camarades, ce que nous avons fait est magnifique. Nous avons éteint dans le ciel, une à une, les étoiles qu'on ne rallumera plus. Voilà. Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés? Ce siècle doit te plaire, car tes hommes sont nés. Voilà. Et donc, une fois qu'on aura éradiqué complètement la matrice chrétienne de la France, ça sera quoi la France ? La France, elle n'est plus la France. La France, elle n'est plus en France. La France, elle est arrachée à sa substance, à ce qui l'a fait grandir, à ce qui l'a fait rayonner, à ce qui lui a donné ses beautés secrètes. Et donc, il faudrait que tous les Français se lèvent et disent non. Vous n'allez pas changer les vacances de Pâques, vous n'allez pas changer les vacances de Noël. Je ne veux pas qu'on dise joyeux solstice d'hiver, Geoffroy. Et puis il y a un troisième événement qui est encore beaucoup plus grave, passé inaperçu. On a appris que Madame Braun-Pivet, le président Larcher, président du Sénat, et le Premier ministre Lecornu ont décidé, tous les trois, de déposer le projet de loi sur l'euthanasie le 20 octobre sur le bureau du Sénat pour que le Sénat vote et que ça soit emballé, je cite, emballé en 10 jours. 27 octobre, séance solennelle, et c'est fini, on n'en parle plus. C'est un coup d'État, c'est un coup de force. Et je vais vous dire un truc, Lecornu passera, Barnier passera, Bayrou passera, Retailleau passera. Petite parenthèse, Bruno Retailleau, je voudrais qu'il lise l'interview de M. Leonetti, la loi Leonetti, dans le Figaro de ce matin. Magnifique entretien où il dit « Faites pas ça, c'est une provocation. Vous ne pouvez pas, avec un gouvernement démissionnaire, faire
une loi sur la mort administrée et le suicide assisté. Et j'ai appris hier par un directeur d'établissement catholique, d'établissement de santé, qui travaille dans l'oblation et la charité, que la loi allait s'appliquer, la loi sur l'euthanasie, allait s'appliquer de manière obligatoire à tous les établissements de santé. Donc il n'y a même plus le libre choix, c'est l'obligation de pratiquer l'euthanasie. Je rappelle, pour l'avoir dit ici, mais je le répète pour ceux qui seraient, comment dirais-je, qui ne verraient pas l'importance du choc, de la rupture anthropologique. Pourquoi je parle de rupture anthropologique ? Parce qu'on a vécu, la civilisation européenne, et mondiale d'ailleurs, a vécu sur l'idée de la protection de la vie, avec le serment d'Hippocrate, depuis 25 siècles. Là, on va briser le cycle de 25 siècles. Donc, je rappelle qu'il y a 3 choses qui vont changer avec cette loi. Excusez du peu. Premièrement, ce sera une rupture de confiance entre le soignant et le soigné. C'est-à-dire que la main qui soigne ne peut pas être la main qui tue. Sinon, quand moi je suis dans mon lit, malade, vieillissant, et que je vois arriver un médecin avec 2 seringues, je dis laquelle il va utiliser ? Celle où il y a du calmant ou celle où il y a du poison ? Et donc j'ai plus confiance dans la blouse blanche qui arrive. Et si j'ai plus confiance, cette relation ineffable entre le soignant et le soigné, elle est détruite à petit feu. C'est terrible pour les médecins ce qu'on est en train de faire. Deuxièmement, la deuxième rupture de confiance est avec les proches. C'est Emmanuel Macron qui a voulu lui-même que les proches puissent ingérer le curare, le poison. Les proches auront le droit de tuer leurs proches. C'est-à-dire que vous aurez le droit de tuer votre père, votre mère, votre enfant. Vous vous rendez compte, le remords quand on a tué quelqu'un de sa propre famille ? C'est ça qui se prépare. Et qui le dit ? Tout le monde s'écrase. Tout le monde se couche. Et enfin, la troisième rupture de confiance. Moi, on ne me mettra jamais dans une maison de retraite, à cause de ça. Jamais, jamais. Sinon, je sors par la fenêtre. J'ai prévenu ma famille. Pourquoi ? Parce que les maisons de retraite, elles auront une consigne. Faites des économies avec ce qui se passe. Et donc, on va injecter. Ça sera gentil. On préviendra la famille qui dira « bah oui, il n'en peut plus, le pauvre ». Vous vous rendez compte dans quelle société on va vivre ? Et je rappelle ma conversation un jour avec Hassan II. Il avait les larmes aux yeux et il m'a dit « Mais Philippe, vous croyez qu'on envie votre société ?» Je dis « Mais pourquoi ?» Il dit « Parce que vous êtes dans l'eugénisme policé. C'est ça qui va vous arriver. Vous tuez vos enfants et vous tuez vos vieux. » Hassan II, le roi Hassan II, un grand chef d'État. Donc j'ai honte. Et comment ? Et là, je m'adresse au ministre de l'Intérieur, que je connais bien, qui a été mon bras droit. Il s'est battu contre l'avortement avec moi. Il était un ami du professeur Lejeune avec moi. Professeur Lejeune, qu'on essaye aujourd'hui de déposséder de son invention, qui était un homme extraordinaire. Voilà. Et donc je lui dis, Bruno, lève-toi, dis non, va-t'en. Fais quelque chose, dis c'est la ligne rouge. Alors, il ne faut pas que la ligne rouge, ça soit une ligne violacée, la ligne du deuil des convictions.